Il est séance du conseil municipal. Monsieur le pouvoir de Madame Bouillet pour Monsieur Deville. Le pouvoir de Madame Moinard pour Monsieur Naudet. Il est là. Madame Pérodo pour Monsieur le maire. Madame Stouard pour Madame Loreton et Monsieur Bédère pour Monsieur Bois-le. Alors, secrétaire de séance, Monsieur Bouchon. Procès verbal du conseil municipal du 20 décembre 2012. Des observations? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Oui. Monsieur Barbon-Boulier. Oui, j'approuve, Monsieur le maire, et je voudrais néanmoins revenir sur les propos de Monsieur Muller lors du vote du budget, propos dont Ouest France s'est fait l'écho dans son édition du 22 décembre. En l'occurrence, propos qui portaient sur les 859 000 € dits de déficit apparaissant sous le chapeau action culturelle, et qu'il s'agissait, pour reprendre vos termes, de voter sans sourciller. Alors vous avez effectivement raison, puisque évoquer ce chiffre de 859 000 €, parler de déficit sans y associer à minima du sens, est assurément une façon infirme et rudimentaire d'appréhender le réel. Il m'appartient donc de vous préciser la complexité existante derrière ce chiffre affiché de 859 000 €. Alors tous les crédits de fonctionnement votés sous ce libellé regroupent comptablement tous les anciens codes fonctions débutant par 33. Alors ainsi apparaissent la maison Bio, code 331, site culturel mais géré essentiellement par les services techniques de par la nature des dépenses inhérentes au fonctionnement et à l'entretien du bâtiment. De même, l'hôtel de Grimoire, code 332, dont les crédits sont gérés par les services techniques car ce sont des dépenses relatives au bâtiment. Mais vous avez aussi les ricochets. Les ricochets, Festival des Arts de la Rue, gratuit. Donc effectivement, quand vous qualifiez ça de déficit, c'est à mettre en perspective. Alors, les ricochets, au demeurant, dont le succès est grandissant, avec un budget inférieur de 35% par rapport à il y a 5 ans. Je vous le précise. Vous avez également le Festival Simonon, vous avez la fête de la musique et toutes les actions menées en partenariat avec des associations ou de services de la ville. Vous avez les arts à l'école, vous avez le programme du petit spectateur à destination des scolaires, dont les jauges sont chaque année complètes, avec des entrées de 2 à 5 €. C'est un choix de la ville, c'est une orientation politique. Dans ces 859 000 €, vous avez également les dépenses relatives à l'entretien du bâtiment, qui est le CC, celles relatives au fonctionnement de celui-ci. Les charges en personnel, tant pour la partie culture que pour la partie économie. Je vous rappelle, espace culturel et congrès. Donc le terme d'action culturelle, je vous accorde, est impropre. Vous avez également les charges de gestion courante telles que la SACEM. La saison culturelle proprement dite, et il est bon de le préciser, c'est l'occasion. C'est 263 280 €, plateau technique compris. Alors je vous invite à comparer avec les budgets alloués aux programmateurs culturels sur les autres villes de même importance au niveau de la région. L'occasion vous sera ensuite donnée de saluer notre grande créativité et notre sens des responsabilités, bien loin des sous-entendus du mois dernier. Pour la petite histoire, le vent d'espace, c'est 3,7 millions de fonctionnement par an, pour 6 à 700 000 € de recettes espérées. Alors n'avoir qu'une lecture comptable de ce déficit de 859 000 €, qui plus est dans le domaine de la culture, eh bien c'est lunaire. Une dépense culturelle s'inscrit toujours en un lieu et un moment donné, mais ses conséquences et ses implications s'étendent bien au-delà dans le temps et dans l'espace. Alors pour conclure, moi je songe à mon ami Roland Gori, qui a attiré notre attention récemment sur ses études montrant comment des pilotes d'avion ont commis des erreurs parce qu'ils se sont fiés au tableau de bord de pilotage plutôt qu'à leur appréhension réelle de la piste. C'est pareil en politique d'une certaine façon, si vous me l'autorisez. Si on est uniquement dans une rationalité gestionnaire budgétaire, on ne fait que regarder le compteur et non la réalité complexe. On regarde le compteur et non la route. Et on finit dans le décor. Je vous invite donc à la prudence.
Et puis vous savez, ce qui peut vous apparaître inutile est souvent essentiel. J'aime à citer Walter Benjamin, le geste de l'enfant qui essaie d'attraper la lune comme une balle est en apparence inutile, et pourtant ce geste est essentiel parce qu'il grandit l'élan du cœur et de l'esprit. Et bien le pari est là, sur des choses pas immédiatement utiles, mais qui nous permettent de vivre, de trouver du sens à l'existence. Ça s'appelle le jeu, la poésie, le théâtre, avec par exemple ces nombreux scolaires qui ont fréquenté l'espace culturel la semaine dernière pour découvrir l'œuvre de Steinbeck, des souris et des hommes. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Barbeau. Comment? Est-ce que je peux dire quelque chose? Si vous me le demandez gentiment, il n'y a aucun problème. C'est quand vous prenez la parole comme ça, de manière intempestive, que le règlement n'étant pas respecté, je ne peux pas vous la donner forcément. Mais comme ça, oui, bien sûr. Donc, premièrement, moi je ne ferai pas de citation. Donc, mon propos peut être relativement court. Je note, premièrement, qu'il n'y a pas de contestation du montant des chiffres que j'ai donnés. J'ai bien parlé d'une somme qui regroupait un certain nombre de comptes et qui avait été mise sous le vocable action culturelle. Donc je crois qu'en cela, mes propos étaient exacts, techniquement exacts. Après, il y a une interprétation de ce chiffre que vous faites, que je fais. Vous estimez que ce déficit, puisqu'il s'agit bien d'un déficit, est en fait, comment dirais-je, un investissement sur une programmation culturelle. Je crois que ça peut un peu résumer vos propos. Je n'ai à aucun moment mis en cause les ricochets. J'ai simplement souligné le fait qu'avoir un déficit de 860 000 € me posait franchement des questions. Je n'ai fait aucun développement ni aucun jugement particulier. J'ai simplement souligné que avoir un déficit de 860 000 € qui regroupe l'action culturelle est un chiffre important, que moi je considère, pour vous tenir compte, un chiffre énorme. La comparaison avec le Vendée Espace et le département vous appartient. Je ne suis pas dans un comparatif avec le Vendée Espace et le département. Je suis conseiller municipal de Fontenay-le-Comte. Je juge les 860 000 € de déficit, chiffre que vous ne contestez pas, et c'est tout. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez une justification politique de votre engagement. J'ai des doutes vis-à-vis de l'importance de ce déficit. Il ne me semble aucunement avoir mis en cause un certain nombre d'organisations. Et comme je vous l'ai dit à la fin de ce conseil municipal, je reconnaissais bien volontiers, par exemple, le succès des ricochets. Comme je vous l'ai dit quand nous en avons parlé après le conseil municipal, je n'ai pas hésité un seul instant, en vous citant les chiffres, à dire qu'effectivement, le coût des ricochets avait baissé, tout en attirant un public au moins aussi important. Voilà. Donc je fais preuve d'une mesure. Néanmoins, permettez-moi de m'interroger sur un montant de 860 000 € de déficit. Je ne veux pas abuser. Je viens très précisément de vous préciser à quoi correspondait ce montant. Et que ça ne se résumait pas à une action culturelle. Je viens de vous le dire dans le détail. Visiblement, vous ne voulez pas l'entendre. Je pense qu'il est faux de dire que c'est un déficit de l'action culturelle à 800 et quelques mille. C'est pas comme ça. Sauf à vouloir essayer d'effrayer les uns et les autres. M. Barbeau vient de vous démontrer qu'il y avait des ventilations, qu'il y avait aussi des bâtiments. Moi j'ai entendu Maison Guillot, notamment. Il y a l'espace René Cassin. Il y a l'espace René Cassin dans le système. Moi, je vous rappelle que l'espace René Cassin, quand nous sommes arrivés, à lui seul faisait déjà 800 et quelques mille. Prenons l'ensemble des choses, et regardons dans les détails. Et là, je crois qu'on pourrait aussi mesurer les efforts de la municipalité sur cette question. Voilà. Donc, il s'agit d'une modification comptable, donc qui ne nous est pas imputable, qui peut rendre la lecture un peu difficile, je m'en aperçois. Mais je pense que même si vous avez dit un certain nombre de choses, je pense que votre conclusion, en tout cas la façon dont vous
torturé un peu les chiffres pour arriver à votre conclusion en disant que le déficit est excessif pour la ville de Fontainebleau. En tout cas, ce déficit, il n'est pas basé par rapport à ça. Il y a d'autres éléments, il y a aussi les frais personnels qui sont en ligne de compte dans ce système-là. Donc, si je vous écoute bien, il faudrait peut-être supprimer la médiathèque, il faudrait peut-être supprimer l'école de musique. Moi, je ne sais pas. En tout cas, j'attends de votre part des propositions sur ces questions-là. Peut-être que les Fontaisiens pourront apprécier effectivement la suppression de la médiathèque et de l'école de musique de votre part. Monsieur Jean, décision prise par le maire, par délégation du conseil municipal. Il y avait d'abord donc un arrêté qui a mis un tarif pour la soirée dansante du 21 décembre dernier au Pôle Ranger, un tarif très modique. Il y avait eu dans le dossier. En matière de culture, il y a eu un concours de mise à disposition de l'espace René Cassin au niveau du Conseil régional des Pays de la Loire et du Loire événement organisation pour le plan d'habitat. Vous avez une facturation sous les yeux. Des contrats de cession de droits et d'exploitation du spectacle pour le théâtre de Rivage et Caravane Spectacle, toujours à l'espace René Cassin, les cachets sont en face. Et vous avez aussi, au niveau d'animation, des prestations dans le cadre des animations de Noël qui ont été donc organisées récemment. Convention de mise à disposition de locaux à la FOG, c'est la prolongation de location à titre précaire du bureau 10, avec un loyer qui est de 125,16 € hors taxe, TVA et charges en plus. Prolongation à compter du 1er décembre 2012 pour un mois dans l'attente du passage au bail commercial qui s'est signé là, le 1er janvier. Vous avez ensuite l'ensemble des marchés, fournitures et services qui ont été passés par le maire. Il s'agit essentiellement de la maison de l'enfance et des contrats de maintenance de la gestion du cimetière. Vous avez la liste des différentes concessions des cimetières depuis le mois de juillet jusqu'au mois de novembre dernier. Et enfin, les ventes qui se sont opérées sur la ville et pour lesquelles la commune, la municipalité n'a pas exercé son droit de préemption. Il vous est proposé donc de prendre acte de ces différentes décisions prises par M. le maire. Merci. Monsieur Jean, y a-t-il des observations? Non? Donc il en est pris acte. Très bien, Madame Dazy. Rue Tréquino-Joly, acquisition d'un terrain complément. Par délibération du 20 décembre 2012, le Conseil municipal a approuvé l'achat des parcelles cadastrées section AD numéro 76, section AE numéro 224 et section ZC numéro 24, situées rue de la Collinerie et rue de la Tranchée des Baïonnettes, d'une superficie totale de 36 649 m² appartenant à l'indivision Iorio au prix de 170 000 €. L'indivision Iorio propose d'adjoindre à cette vente la parcelle cadastrée section AE numéro 222 d'une superficie de 20 m² située rue Tréquino-Joly et contiguë à la parcelle AE numéro 224 omise lors de leur proposition initiale. Cette cession sera incluse dans le prix de vente initial de 170 000 €. Vu la délibération du 20 décembre 2012, il est proposé au Conseil municipal de compléter l'acquisition approuvée par le Conseil municipal en sa séance du 20 décembre 2012, de préciser que cette cession sera incluse dans le prix de vente initial de 170 000 €, d'autoriser M. le maire à signer l'acte notarié à intervenir, étant précisé que les frais inhérents à cette transaction seront à la charge de la ville. Merci Madame Dazy. Y a-t-il des observations? Non. Qui est contre? Il s'abstient, adopté. Monsieur Deville, réalisation et exploitation de centrales solaires photovoltaïques sur les structures des écoles, et je vous laisse la suite. Merci, monsieur le maire. C'est vrai que le titre est aussi long que la délibération. Oui. Donc,
La société d'économie mixte locale, Vendée Énergie, porte notamment sur l'aménagement et l'exploitation d'équipements de production d'énergie et de distribution de chaleur et ou de froid. Suite à l'étude de faisabilité technico-économique présentée par Vendée Énergie et afin de contribuer au développement des énergies renouvelables, la ville de Fontenay-le-Comte a souhaité l'installation de centrales photovoltaïques sur les toitures des écoles Marceau-Breteau et Bourron-Massé. Le coût de l'investissement de la centrale solaire et sur le groupe scolaire Bourron-Massé est estimé à 81 580 € à la charge de Vendée Énergie. Celle de l'école Marceau-Breteau est estimée à 78 900 €, toujours à la charge de Vendée Énergie. La ville de Fontenay-le-Comte prenant à sa charge le renforcement de la structure, soit environ 6 000 € par école. La production estimée pour chacune des deux centrales est de l'ordre de 38 000 kWh par an, 38 500 pour l'un, 35 800 pour l'autre, ce qui correspond à peu près à la consommation annuelle de 14 foyers par école, consommation annuelle hors chauffage bien entendu. Il convient d'octroyer l'occupation temporaire du domaine public à Vendée Énergie ou à un tiers sur les toitures des écoles Bourron-Massé et Marceau-Breteau par convention. En contrepartie, Vendée Énergie versera une redevance annuelle d'occupation correspondant au moins à 2% du chiffre d'affaires réalisé. La convention de suivi complet de la maintenance et de la supervision des centrales photovoltaïques est conclue pour une durée de 20 ans. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'occupation temporaire du domaine public par Vendée Énergie ou un tiers des toitures des écoles Marceau-Breteau et Bourron-Massé pour la réalisation et l'exploitation des panneaux solaires photovoltaïques intégrés aux toitures sur une durée de 20 ans en contrepartie d'une redevance annuelle d'occupation correspondant au moins à 2% du chiffre d'affaires réalisé et d'autoriser M. le maire à signer la convention à intervenir. Ça est humideux, M. Deville. Y a-t-il des observations? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Monsieur Deville, vous êtes aujourd'hui à la commission des sites et des paysages. Est-ce que vous pouvez en donner la conclusion? Ah oui, non, la conclusion est officieuse actuellement. Alors cette commission des sites, c'était pour l'installation de la ferme photovoltaïque sur le champ de manœuvre qui appartient à un champ de manœuvre appartenant à la ville de Fontenay-le-Comte. Et la commission des sites officieusement a donné un avis favorable à cette installation, à cette possibilité d'installation, bien entendu, avec tous les aléas qu'il peut y avoir encore, puisqu'il va y avoir l'enquête publique, n'est-ce pas, et tout le tralala administratif. Voilà. C'est vrai que c'est assez difficile pour être arrivé, on a mis du temps pour arriver à ça. Il est vrai que les divers gouvernements ont beaucoup changé d'avis sur le coût de l'électricité produite par les centrales photovoltaïques, ce qui a retardé le projet, ce qui a retardé les permis de construire, etc. Voilà. Donc, mais nous sommes arrivés déjà à un point où au moins la commission des sites est d'accord pour une installation. Très bien. Donc ça veut dire que le dossier avance. Moi je voulais qu'effectivement cette information soit donnée au conseil municipal. C'est pas faute de vouloir qu'il avance plus vite, mais il y a des temps administratifs qui sont extrêmement longs. Je regrette d'ailleurs sur cette question. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la commission des sites et des paysages a donné un avis. Alors, M. Deville prend des précautions. Voilà. Effectivement, il faut que le préfet valide derrière, c'est ça. Mais enfin, en général, le préfet suit l'avis de la commission des sites. Donc je pense qu'il n'y a pas de difficulté majeure sur la question, d'autant que les services de l'État, à ma connaissance, avaient donné un avis favorable. Donc l'État étant un, in fine, au moins un, on peut supposer que ça sera un avis positif, plus ou moins une décision honnête du préfet en la matière. Voilà. Madame Bertrand, convention pluriannuelle d'objectifs et de financement, ville, CAF, office, l'audace.
Alors, le contrat de projet entre la ville, la CAF de Vendée et l'association Audace, associant plus étroitement les trois partenaires dans une démarche de convergence de leur projet éducatif, a été adopté par le conseil municipal le 29 janvier 2009. Signé pour une durée de 4 ans, ce contrat de projet arrive à échéance le 7 avril 2013. Au regard de la qualité du travail engagé, les trois partenaires ont décidé d'un commun accord de proposer de renouveler ce projet contractuel pour une durée de 3 ans à compter de janvier 2013. Cette durée de 3 années correspond à l'agrément Centre social CAF qui arrive à échéance en fin d'année 2015. Ce nouveau projet de convention pluriannuelle d'objectifs et de financement a été élaboré en concertation entre les partenaires. Alors, vu les dispositions, etc., il est proposé au conseil municipal d'adopter la convention pluriannuelle d'objectifs et de financement à intervenir entre l'Audace, la CAF de la Vendée et la ville de Fontenay-le-Comte, jointe en annexe pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Merci Madame Bertrand. Y a-t-il des observations? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Madame Roussillon, le RAM, le lieu d'accueil enfants-parents, la Capucine pour l'ensemble de prestation de services, NSA, Atlantique Vendée pour un renouvellement. Par courrier du 10 décembre 2012, la MSA informe la ville de Fontenay-le-Comte de nouvelles modalités pour le renouvellement du financement de la prestation de services dédiés aux structures relais assistants maternels et lieu d'accueil enfants-parents, la Capucine, à compter du 1er janvier 2013. Ainsi, pour la période 2013-2015, cette prestation est fixée à 5% de la prestation de service CAF. Ce taux correspond au taux moyen départemental de familles ressortissant du régime agricole ayant des enfants de moins de 6 ans. Pour être éligibles à cette prestation, les villes gestionnaires des structures RAM et l'AEP doivent avoir au minimum 2,5% de familles relevant du régime agricole. Aujourd'hui, sur la ville de Fontenay-le-Comte, ce taux s'établit à 3,6%. Sur ces bases, le montant prévisionnel des prestations de services pour 2013 s'établirait comme suit. Pour le lieu d'accueil enfants-parents, 574,94 € et pour le relais assistant maternel, 713,89 €. Il est proposé au conseil municipal d'adopter les présentes conventions pour la prestation de services, lieu d'accueil enfants-parents à la Capucine, et pour la prestation de services relais assistant maternel pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et d'autoriser M. le maire à signer ces deux conventions. Merci Madame Roussillon. Y a-t-il des observations? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Monsieur Biteau, la modification du tableau des effectifs 2013. Par délibération en date du 20 décembre 2012, le conseil municipal a approuvé le tableau des effectifs 2013. Ce dernier doit être adapté aux besoins des services et à la gestion des postes curriculaires. De plus, afin de permettre la réalisation des avancements de grade, sous réserve de l'avis favorable de la commission administrative paritaire, se réunissant début février pour une nomination 1er avril, il convient de modifier le tableau d'effectifs. Donc dans le tableau, vous avez différents postes qui sont proposés. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver les modifications suivantes du tableau d'effectifs pour 2013. Merci M. Biteau. Y a-t-il des observations? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Monsieur Lecomte, emploi d'avenir. Les emplois d'avenir créés par la loi numéro 2012-1189 du 26 octobre 2012 sont destinés à faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes sans diplôme de 16 à 25 ans ou aux travailleurs handicapés de moins de 30 ans. Ce dispositif s'insère dans un engagement plus global du gouvernement en faveur de l'emploi. Les emplois d'avenir qui répondent à l'urgence vis-à-vis des jeunes sans emploi ni qualification constituent le premier volet de cette politique et seront suivis notamment par les contrats de génération 2013. Ces emplois d'avenir doivent permettre aux jeunes d'accéder à une première expérience professionnelle reconnue sur le marché du travail et ou acquérir des compétences leur permettant d'évoluer vers un autre emploi. Les compétences acquises sont reconnues par une attestation de formation, une attestation d'expérience professionnelle, une validation des acquis d'expérience. Elles peuvent également faire l'objet d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. Donc, les critères d'accès évoluent en fonction du niveau de diplôme. Et les emplois d'avenir sont ouverts aux jeunes sans diplôme, aux jeunes titulaires d'un CAP ou d'EP avec des difficultés
aux jeunes qui ont obtenu le bac avec des difficultés importantes pour trouver un emploi à condition qu'ils résident dans une zone urbaine sensible. L'État s'engage sur ce dispositif à verser à l'employeur une participation à hauteur de 75% du SMIC. La ville de Fontenay-le-Comte a décidé de s'associer à cette mobilisation. Aussi, dès le 1er décembre dernier, un jeune a été recruté pour 3 ans de qualité d'agent de manutention en régie générale à l'espace culturel des Cassins, avec pour objectif d'obtenir un diplôme dans le domaine de l'événementiel. Il s'agissait du premier emploi d'avenir signé en Vendée. Dans cette logique, la ville a décidé de procéder au recrutement de 6 nouveaux contrats à venir, suivant les profils ci-dessous. Donc, sur la structure multi-accueil, un agent d'accueil petite enfance, service ressources humaines, un agent d'entretien polyvalent, aux affaires scolaires, un agent d'accompagnement d'enfance, cuisine centrale, un agent de cuisine, et parc à gouttes, un agent d'animation. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la notification du tableau des effectifs relatifs au contrat aidé. Merci, monsieur le comte. Y a-t-il des observations? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On va pouvoir continuer cette politique d'insertion des jeunes. Je pense que celui qui est à l'espace des Cassins, on n'a que un plaisir à dire qu'il s'est bien inséré et que c'est une bonne chose. Monsieur Rousson, assurance des risques statutaires, consultation, contrat groupe, mandat au centre de gestion. Les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents confèrent à ces derniers des droits au maintien de toute ou partie de leur traitement en cas de maladie, maternité, accident de travail, ainsi qu'au versement d'un capital d'essai. En outre, les agents relevant de l'IRCANTEC, qu'ils soient non affiliés à la Caisse nationale de retraite et non titulaires, bénéficient également sous certaines conditions d'un régime de protection sociale dérogatoire du droit commun. C'est un décret du 15 février 1988. Afin d'éviter que ces dépenses obligatoires soient supportées par la collectivité employeur, il est recommandé de souscrire une assurance spécifique couvrant ces risques statutaires. Ainsi, actuellement, notre collectivité est assurée à ce titre auprès de la SNAC. Ce contrat arrive à échéance le 31 décembre prochain. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vendée lance une procédure de consultation en vue de conclure un contrat groupe d'assurance des risques statutaires pour une période de 5 ans à compter du 1er janvier 2014. Il propose pour cela de lui donner un mandat. L'engagement des collectivités et établissements publics à ce stade de la procédure ne porte que sur l'intégration dans le panel des structures souhaitant participer à l'appel d'offres. Le conseil municipal sera à nouveau consulté lorsque le résultat de l'appel d'offres sera connu et se prononcera au vu des propositions chiffrées faisant l'éventuelle adhésion définitive au contrat groupe. Il est donc proposé au conseil municipal de donner mandat au centre de gestion pour l'ensemble du procédé de consultation, de préciser qu'au terme de la consultation, les collectivités de l'Union libre de souscrire ou non ce contrat, à l'avis de l'ensemble de ce procédé de consultation, la proposition la plus intéressante sera retenue à ce moment-là et d'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à ce sujet. Merci, monsieur Rousson. Y a-t-il des observations? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Monsieur Vannesson, emploi saisonnier, création. Oui, alors il s'agit d'une délibération permettant de lancer le recrutement de personnel pour les activités ayant lieu pendant les vacances scolaires. Donc s'ensuit dans le cadre de la délibération le descriptif de chacun des postes. Je vais éviter de vous la lire intégralement. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la création des postes permettant de faire fonctionner la Souris Verte, la Pommeraie, la Plage Verte, le Festival des Ricochets, le parcours contemporain, le Donjon des Cygnes, la patinoire de Nivelles, ainsi qu'un poste au centre technique municipal. Merci, monsieur Vannesson. Y a-t-il des observations? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Monsieur Morando, marché public, notion de développement durable, premier volet et clause sociale. Donc, le marché public, notion de développement durable, les clauses sociales, parmi les outils à disposition de la ville. Vous m'entendez? Parfait. En effet, le Code des marchés publics, notamment dans son article 5, incite à concilier le développement économique, le progrès social et la protection de l'environnement.
Fidèle à son engagement en faveur de la cohésion sociale, de l'emploi et de l'aide apportée aux personnes en situation de difficulté sociale ou professionnelle, la municipalité entend rechercher et mettre en œuvre tous les leviers existants pour lutter contre le chômage et la précarité, et notamment favoriser l'insertion par l'activité économique. La clause sociale, clause d'exécution du marché public, permet les personnes rencontrant des difficultés socio-professionnelles de bénéficier d'un marché public de travaux, de services ou de fournitures pour s'engager dans un parcours d'insertion durable par la mise à disposition en situation de travail auprès de l'entreprise. Les entreprises peuvent ainsi répondre à leurs besoins de recrutement, trouver des compétences, former de futurs salariés. Vous avez différents articles qui permettent de mettre en place ces dispositifs. La mise en œuvre de clauses sociales est une démarche partenariale qui implique de nombreux acteurs. Et là, ça nécessite l'intervention d'un facilitateur, intermédiaire ou chargé de mission. Donc, c'est indépendant de la ville et des entreprises. Il permet d'accompagner la collectivité publique et les différents acteurs de ce dispositif et d'offrir un marché unique. Les facilitateurs ont en effet deux grandes catégories de missions. La première est en amont de la publication du marché. Le facilitateur clause sociale est formé pour accompagner l'acheteur public, pour expliquer les dispositifs et les repérages, assister les services, déterminer les heures d'insertion de membres de l'entreprise, travailler dès le projet sommaire au montage de l'ordre d'insertion qui pourra être présenté à l'entreprise attributaire. En aval de la publication, le facilitateur pro-social doit s'assurer de la bonne exécution de la clause par l'entreprise, l'entreprise d'insertion et le salarié en insertion. Évaluer la clause pour le maître d'ouvrage et le salarié en insertion. Donc vous avez tous les articles, l'article 5, 14, 15, 30 et 53 du Code du marché public. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le principe d'insertion du clause sociale dans le marché de la ville de Fontaine-le-Comte, d'autoriser M. le maire à contractualiser une assistance pour la mise en œuvre et la gestion de ce dispositif, d'autoriser M. le maire à signer des documents y-afférents. Merci, M. Morandon. Y a-t-il des observations? Oui. Merci, M. Oui. Je vais préciser immédiatement qu'intégrer des clauses sociales, insérer des clauses sociales dans les marchés publics de la ville de Fontaine-le-Comte, ça nous paraît effectivement une excellente chose. C'est la phrase qui suit: autoriser M. le maire à contractualiser une assistance pour la mise en œuvre et la gestion de ce dispositif. Contractualiser la mise en œuvre pour la gestion de ce dispositif, c'est employer quelqu'un, faire appel à un cabinet qui étudie les différents dossiers. Comprenez que pour nous, ça reste une définition relativement vague. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner quelques précisions? Très bien, M. Morandon. Le rôle du facilitateur. Le rôle du facilitateur, c'est pas ça. Comment? Veuillez m'excuser, M. le maire, c'est pas ça la question. La question, c'est quelle est la forme de contractualiser une assistance? Quelle est la forme? Est-ce que c'est employer quelqu'un ou... Ah, pardon. J'ai bien entendu votre question. Hein. Parfait. J'ai même compris. En fait, on n'emploie pas quelqu'un. Ce facilitateur est mis à notre disposition pour, si vous voulez, travailler sur les dossiers. C'est pas quelqu'un qu'on emploie. Il est mis à disposition par qui? Comment? Ponctuellement? Il y a la maison de l'emploi ou il y a aussi la ville de La Roche-sur-Yon. Voilà, c'est ça. Voilà. Et pour l'instant, on regarde, on prend la délibération, puis on verra les modalités pratiques de la mise en œuvre. Et est-ce que dans ce cas-là, nous aurons une autre délibération qui fixera la nature de la mise en œuvre nécessaire? En termes de durée, non. Ce ne sera pas forcément nécessaire. Je pense qu'il faut qu'il y ait, moi ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un transfert de compétences qui puisse s'opérer au sein des services de la ville et du service du marché public de la ville. C'est-à-dire que c'est une aide, dans un premier temps, à élaborer et monter et mettre en œuvre des cahiers des charges en matière de marché public. Sur l'insertion, enfin des clauses sociales, c'est quand même une technicité particulière. Donc il existe, et c'est un métier, il existe l'accord que l'on a, c'est notamment
la possibilité de pouvoir voir avec soit la maison de l'emploi, soit la ville de La Roche, une aide à titre de disposition comme ça pour nous faire un transfert de compétences. Voilà. Très bien. Y a-t-il d'autres observations? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Monsieur Lamiro, dotation d'équipement des territoires ruraux, autrement dit DETR, réservation extérieure de la mairie, demande de subvention. La loi des finances pour 2011 a créé la dotation d'équipement des territoires ruraux dont ont bénéficié les communes dont la population vit entre 2000 et 20 000 habitants. Le potentiel financier par habitant peut être inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de la même strate. Par correspondance du 26 décembre 2012, M. le préfet de la Vendée a indiqué à la ville des domaines pouvant bénéficier d'un financement dans le cadre de la DETR. Les demandes de subvention doivent être réceptionnées au plus tard le 31 janvier pour l'année 2013. La ville de Fontenay-le-Comte est d'une part attentive à son patrimoine et d'autre part souhaite une visibilité de ses bâtiments publics et témoigne ainsi de son engagement en faveur de la mise en valeur du patrimoine historique. D'ailleurs, l'accessibilité et l'accueil de la mairie ont été réalisés en 2012. Afin de poursuivre cette amélioration, un crédit pour la rénovation extérieure de la mairie est inscrit au budget 2013. Ce programme de travaux constituera à procéder à un ravalement complet du bâtiment du Précarat pour la façade de l'accueil de la mairie et l'autre façade donnant sur l'aire de stationnement de la mairie. De changer et rénover les menuiseries extérieures, de mettre en peinture ces menuiseries et d'apposer une signalétique. Cet objectif répond certes à une préservation et une amélioration du patrimoine, mais permettra aussi d'apporter une meilleure visibilité pour les citoyens qui vont se rendre à la mairie. Ces travaux sont prévus pour le premier semestre 2013. Le coût de cette réhabilitation est estimé à 78 200 € hors taxes, avec un financement de 30% de la DETR, soit 23 460 € et 54 740 € pour la ville. Et donc proposer au conseil municipal d'approuver les travaux de réhabilitation et d'arrêter le temps de financement, comme je viens de citer. De solliciter la subvention DETR 2013 pour cette opération, au taux indicatif de 30%, et d'autoriser M. le maire à signer tout document si afférent. Merci, monsieur Lamiro. Y a-t-il des observations? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Madame Guillaume, subvention aux associations en probation. En même temps, je souhaite, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que tous ceux qui sont membres de bureaux d'association qui aient le plaisir d'aller fumer une cigarette pendant ce temps-là. Ah, c'est l'heure du vote, hein, mais autant le faire tout de suite. Ça, la transparence, la rigueur, est valable dans toute chose. Elle s'applique à tout le monde. Madame Guillaume. Dans le cadre du budget 2013, le conseil municipal doit approuver les subventions aux associations qui seront versées. Alors, vous avez toute la liste des associations, je ne vais pas vous dire si on s'appelle oui, parce qu'ils sont pas tant de fumeurs, c'est correct. Donc, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les subventions aux associations 2013, comme le précisent les différentes approbations. Très bien, y a-t-il des observations? Non? Fumer, c'est. Voilà, c'est on n'a même plus le temps. Alors, c'est pas bien. C'est pas bien, ok. Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Ils peuvent revenir, surtout que c'est M. Vacor qui va officier. Oui, monsieur le maire. Je n'ai pas eu le temps de poser la question, mais je voulais ça. Je ne vois pas apparaître le fils municipal des sports. C'est fini. Vous avez des subventions. Ah ben voilà, mais si vous avez arrivé après la bataille, le temps est consumé. Hein. Monsieur Brousson. Monsieur le maire,
municipal, d'abord parce que depuis pas mal d'années, il n'est plus municipal, pourtant vous savez quand même, oui. Et également, vous êtes sans doute tous au courant, je crois que vous avez eu avec M. le Président une discussion ce soir du camp qui est venu maintenant. Donc, il faut savoir que déjà depuis plusieurs années, l'objet de l'Office des sports pose des questions, puisque déjà en 1996, en mai 2006, nos prédécesseurs se posaient déjà la question et avaient organisé une rencontre avec l'Office des sports. Alors, je vais vous faire grâce de l'ensemble des réunions qui ont pu se passer. Sachez qu'on est sur la réflexion déjà depuis pratiquement un an. Aujourd'hui, l'Office des sports ne répond pas aux attentes des clubs. Et pour preuve, si vous voulez, alors, si vous me permettez une petite lecture du président de l'Office des sports, vous le connaissez bien, je crois. Aujourd'hui, l'Office des sports ne remplit plus son rôle, c'est lui qui écrit. 3 avril 2012. 3 avril 2012. Ne remplit plus son rôle et a vu progressivement ses missions et ses moyens s'amoindrir. Les instances de l'Office des sports concernant des menaces qui pèsent sur la réalisation de cette structure ont alerté le monde sportif et engagé ensemble une première réflexion sur l'utilité et l'avenir de l'Office des sports le 20 février 2012. 18 associations ont participé à ce débat. En parenthèse, il y a 65 associations adhérentes de l'Office. 18 ont participé à ce débat et 16 se sont exprimés favorablement pour le maintien de l'Office. Le nombre de clubs mobilisés ne permet pas, en effet, de développer une politique sportive commune, à laquelle des axes de réflexion et des orientations pratiques claires et réfléchies pourraient voir le jour. Dès lors, se pose la question, quelles analyses vont-nous porter sur un manque d'investissement important d'un grand nombre d'associations, avec, en filigrane, la poursuite ou non de l'Office des sports. Alors, je vous passe les différentes réunions qui ont pu avoir lieu, notamment le 20 février 2012, c'était la suite conséquente de ça, où très peu d'associations participaient. L'Office des sports et l'organisation de l'Assemblée générale qui s'est tenue sans le quorum sur les heures atteint. Nous avons travaillé avec notre objectif est clair, c'est que l'Office des sports ne remplit pas sa mission à un coût qui était de 42 000 en 2011, qui était de 38 000 en 2012. Aujourd'hui, on ne retrouve pas lui de part du fait que les missions ne sont pas remplies, et surtout que les clubs ne sont plus en attente de quoi que ce soit de la part de l'Office des sports. On a organisé plusieurs réunions, d'ailleurs, de la commission des sports avec l'Office des sports, auquel participait d'ailleurs Mme Moreton et Mme Buchanan, et le constat était évident. Je crois que le président de l'Office se drape un petit peu dans sa fonction et a du mal à comprendre les choses et à lâcher le manche. Or, aujourd'hui, c'est clair, donc l'Office des sports ne peut pas continuer. Alors, il y a effectivement une convention qui nous lie à cette association. Cette convention, il est possible d'y mettre fin. Il y a deux façons d'y mettre fin, soit d'une manière amiable, soit en la dénonçant dans un délai de 3 mois. Aujourd'hui, nous avons rencontré très dernièrement le décembre l'Office des sports. On leur a donc dit qu'au mois de janvier, nous allons leur envoyer un courrier pour leur demander s'ils acceptaient de mettre fin à la convention d'une manière, je dirais, amicale. Sinon, quand je dis sinon, nous fera recommander et on mettra la procédure de 3 mois. L'objectif est néanmoins d'arriver à, je dirais, la fin de la convention avec l'Office. Ça, c'est une chose. J'ajoute, peut-être que vous allez dire, que l'Office est une association et que la ville n'a pas le pouvoir de s'initier dans le fonctionnement de l'association. Donc nous ne prendrons pas de décision, évidemment, sur une éventuelle dissolution de l'Office. Par quoi allons-nous remplacer? J'ai pu entendre écrire cette question. Eh bien, nous allons remplacer d'abord par nos propres services. Je pense notamment au LICOM, sur le thème du LICOM, sur le forum, et également sur l'organisation, peut-être, ce ne sera pas pour 2013, parce qu'on a vu les responsables régionaux de compétition en e-sport. Et nous avons aussi, parce que c'est une volonté, recruter un étage qui interviendra dans les quartiers pour développer l'école du
sport et pour développer le sport à la classe. L'argent, économisé sur ce poste-là sera réinvesti entièrement dans le domaine sportif. Voilà où on en est, M. Laberre. Je pense que vous n'êtes pas plus grand-chose. Et dans le domaine des visites médicales préalables à la fin je vous dirais ce qu'on a déjà dit depuis 2 ou 3 ans à l'Office des sports et son président ainsi que le docteur Yorat. Aujourd'hui, le centre médico-sportif ne fonctionne pratiquement qu'avec des scolaires. Et quand on dit des scolaires, ce sont des collégiens ou des lycéens. Nous n'avons pas au niveau de la commune, ça fait partie aussi des compétences, nous n'avons pas de vocation à aider, à subvenir au collège et au lycée. Le conseil général, le conseil régional. Donc ça, c'est ce qu'on a. Voilà. Et les autres également participants au CNS, ce sont des clubs, la plupart du temps, un peu moins en moins, loisirs. Je crois quand même qu'il y a aussi une façon d'obtenir des certificats médicaux sans passer par le CNS, où je vous rappelle qu'il y a peu de temps, il y a même 2 ans, la consultation était à 1 €. C'est sûr, ça coûtait de l'argent. Il y a plus de 8 000 € de déficit sur ce poste. Donc voilà, il y aura d'autres solutions qui s'ajoutent, parce que c'est un problème récurrent dans les corps spéciaux. Il y a des nombres de médecins. Je pense que le CNS est aussi confronté à des manques de médecins, même si le docteur Yorat va continuer à le faire dans nos années. Voilà. Je voudrais, vous permettez, rajouter 2-3 points. Le premier, il s'agit de faire un comité consultatif du sport fantaisien. Donc c'est une réforme. Moi, je n'appelle pas ça justement par rapport à l'Office des sports. Je pense que c'est une réforme. Et revenir à l'objet même de l'Office des sports, qui est un organe de consultation et un organe de proposition, notamment par rapport aux équipements sportifs. Et donc, il vaut mieux remettre ce comité consultatif avec cet objectif-là, plutôt que d'avoir un système, et vous-même vous l'avez fort bien dit tout à l'heure par un lapsus assez extraordinaire, l'Office municipal des sports. Il y a un manque de lisibilité très clair, à la fois dans les esprits des élus, à la fois dans l'esprit des clubs et des présidents de clubs, et à la fois dans l'esprit des Fontenaisiens. Ils ne savent pas ce qu'est l'Office des sports, ce qu'est le service des sports. Donc moi je souhaite qu'à un moment donné, il y ait une clarification qui puisse s'opérer, c'est ce qui est en train de se faire. Ça c'était le premier élément. Deuxième élément, quand on voit, j'allais dire, la réforme qui était instaurée par l'équipe municipale précédente, à la demande d'ailleurs de l'Office des sports, c'est-à-dire de se séparer des éducateurs sportifs. On voit bien que là, il y avait quelque chose qui était plus logique. Alors pour des raisons juridiques, on peut comprendre et ainsi de suite cette modification-là. Mais autrefois, à l'Office des sports, c'était ces éducateurs mis à disposition des clubs. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'éducateurs. Donc on voit bien effectivement que les associations sportives, les clubs sportifs, se posent quand même quelques questions quant à le rôle et l'implication de l'Office des sports. Donc il fallait bien évidemment prendre acte de ce système-là. Mais moi je souhaite, et M. Hausson vient d'évoquer un des TAPS, moi je souhaite que cette réforme elle puisse se faire aussi dans un redéploiement à travers une politique vis-à-vis des quartiers. Et moi je souhaite qu'on encourage la pratique sportive et que cette étape, justement, il aille dans les quartiers et qu'il travaille en lien, le lien social à travers le sport et qu'on fasse des actions vis-à-vis de notre jeunesse. Et je crois que là, on a un vrai travail à faire qui me paraît être des plus pertinents. Quant à la question du centre médico-sportif, €1 la consultation. Et puis, 1 €, ça a un peu évolué dans le temps. Et puis, quand même, moi je vais aller un tout petit peu plus loin, des scolaires, à savoir des collégiens et des lycéens, donc compétences région et département. On est à une ère où, aujourd'hui, chacun regarde son champ de compétences.
Donc moi je renvoie aussi au champ de compétences de la région, du département, et de prendre la responsabilité. Et je le renvoie aussi à l'État, à travers le médecin scolaire. Parce qu'il y a une facilité qui consiste à dire, à venir voir la ville en disant, écoutez, vous avez un CMS, très bien, il y a des médecins, très bien, et les scolaires vont y aller. Par exemple, je suis désolé, il y a un médecin scolaire, les textes disent que c'est le médecin scolaire qui assure le suivi sportif des jeunes qui sont en section sportive locale. Donc moi je me dis qu'à un moment donné, faut aussi tirer les conséquences et prendre acte des textes qui ont été votés il y a quelques années. Et ça me paraît la meilleure des choses. Vous savez pourquoi ça a été fait, centre médico-sportif? Ça a été fait pour éviter à un moment donné, et je le tiens de ceux qui l'ont mis en place, les signatures de complaisance. Vous savez comment ça se passe, hein, on a tous plus ou moins fait du sport, et puis il y avait des signatures qui se faisaient comme ça très rapidement. Aujourd'hui, il y a aussi, je ne dis pas de bêtises, monsieur Macor, hein, il y a aujourd'hui une certaine responsabilité. Il y a un suivi médical, et je pense que c'est aussi aux médecins traitants de pouvoir assurer ce suivi. Ce n'est pas la collectivité d'entrer dans ce système-là. J'ai demandé plusieurs fois qu'on me fasse des propositions, et le seul angle qui, pour moi, pouvait consister à considérer que le CMS pouvait avoir une utilité, c'était pour les sportifs de haut niveau. De très haut niveau. Là, je me suis dit, quand même, quand on regarde les choses, c'est peut-être un peu disproportionné par rapport aux moyens de la ville de Fontainebleau. Donc voilà, très raisonnablement parlant, ce qu'on peut faire par rapport au CMS. J'ajouterais, pour terminer, que beaucoup de collectivités sont arrivées aux mêmes conclusions que nous, à la fois sur les offices des sports et à la fois sur les CMS. C'était un mouvement, hein, si je refais 30 secondes un peu l'histoire, c'est le mouvement des années 70, le démembrement administratif, on faisait des associations pour ne pas gérer en direct. Et on a vu ce que ça donnait par rapport à un certain nombre de gestion, et notamment de gestion de fête. Je crois qu'il est plus raisonnable que la collectivité assume pleinement ses choix, mais qu'en même temps, il y ait une instance de concertation avec le monde sportif, comme on le fait avec le monde social ou le monde culturel. Et donc c'est une transformation qui prend acte, j'allais dire, des évolutions nécessaires à un moment donné. Voilà. Donc on avait voté les subventions. Avant de rentrer au point 15, il y avait un point supplémentaire, concours spécifique, centre de service aux entreprises d'extension, demande de subvention, Madame Roturier. Oui, mais il me plaît bien ce petit point supplémentaire. J'espère bien. Par correspondance du 21 décembre 2012, reçu le 11 janvier 2013, Monsieur le rapporteur général de la Commission des finances de l'Assemblée nationale a informé Monsieur le député que le gouvernement a inscrit au budget du ministère de l'Intérieur une subvention au bénéfice de la ville de Fontaine-Comte de 20 000 € au titre des concours spécifiques dans le cadre de l'extension du centre de service des entreprises. La ville de Fontaine-Comte porte le projet d'extension du centre de service aux entreprises dans un souci de valorisation de son patrimoine. Ces travaux seront de nature à rendre encore plus attractif ce centre d'affaires. Ils permettront d'offrir aux entreprises de nouvelles possibilités d'implantation pour démarrer leur activité, puis de la poursuivre sur un autre site au gré de leur développement. Le bâtiment existant est en effet occupé à plus de 94%. Programme des travaux, réalisation d'un ensemble de 17 bureaux et une salle de réunion, surface totale 366 m². Aménagement d'une entrée extérieure autonome à la salle de réunion existante, réaménagement du parking. Les demandes de subvention doivent être réceptionnées au plus tard le 30 juin pour l'année 2013. Les travaux étant prévus pour débuter au cours du premier semestre 2013 pour une durée de 6 mois, il convient de déposer la demande sans délai. Le coût de cette extension est estimé phase DCE, travaux
470 500 euros, maîtrise d'œuvre 43 200, soit un total de 522 700 euros par an. Le plan de financement est le suivant: concours spécifique de l'intérieur 20 euros, financement de la ville 502 700 euros. Il est proposé au conseil municipal d'approuver ces travaux du projet d'extension du centre de service entreprise, 68 boulevard des Champs d'Emploi, parcelle ZT numéro 430, le total 520 000, et d'affecter le plan de financement comme suit: 20 700 pour la ville, et de solliciter une subvention d'un montant de 20 000 du ministère de l'Intérieur sur cette opération. D'autoriser M. le maire à signer tout document y afférent. De solliciter la subvention, il y a un petit peu je l'ai pas. Voilà. Vous avez les plans d'extension du centre de services aux entreprises. Les travaux devraient commencer, j'ai vu l'architecte récemment. L'appel d'offres, le dossier de consultation des entreprises est lancé demain, ou a été fait hier. En tout cas, voilà. Les travaux, on peut légitimement considérer qu'ils débuteront au mois de mars. Si tout va bien, mais je n'ose plus annoncer les délais parce qu'après, on regarde en disant les délais. Le tout, c'est que ça se fasse. Moi, je retiens la fin. Ça me paraît beaucoup mieux. Il faut pas regarder le doigt, comme disait tout à l'heure Jean-Claude Barbeau, mais il faut bien regarder la lune. Bon, tout le monde aura bien compris aussi qu'il s'agit d'une réserve parlementaire. Ça n'aura échappé à personne. Hein. Ça me permettra, mes chers collègues, de vous dire aussi comment je procède par rapport à ça, sur un certain nombre de critères. Je ne suis pas obligé de le dire et de le faire, mais je trouve que c'est plus cohérent et en tout cas beaucoup plus transparent. Moi, j'aime bien la transparence, y compris de mon activité parlementaire, en tout point. J'ai donc proposé que ce soit le centre de services aux entreprises soit retenu, parce que c'était dans le domaine économique. J'ai proposé pour la communauté de communes, dont j'ai perdu le montant, la participation sur les pistes cyclables avec le département et la région, parce que je trouvais que ça participait à la dimension touristique. Ensuite, les critères que j'ai choisis, ce sont des critères notamment d'école, l'école de Longève, et des critères de bâtiment scolaire aussi, de restauration scolaire. Je vais pas l'oublier, en tout cas je les publierai sur mon site internet, sur mon blog exprès, pour que ça soit très transparent, qu'il n'y ait aucune... En tout cas, j'essaye de prendre en compte les personnes âgées, l'activité économique, l'activité touristique, l'activité scolaire. Ce sont les 4 critères que je me suis donnés dans les modalités de la réserve parlementaire. Pour vous donner le montant total, les qui sont intéressés de le connaître, quand même. Le montant total, c'est 130 000 € par an, avec une innovation quand même, une innovation. C'est que nous avons décidé, vous savez autrefois, enfin vous ne savez peut-être pas, mais autrefois, sous la mandature précédente, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin, les députés de la majorité avaient plutôt 180 000, voire 200 000, et puis il y en avait qui avaient un peu plus, mais c'était, on ne savait pas trop. C'était un peu opaque, le système de la réserve parlementaire, très opaque. Et puis les députés de l'opposition avaient 30 000. Ce qui n'est pas bien. Et donc, comment? Comme les conseillers municipaux. Voilà. Ce ne sont pas des indemnités, je vous parle simplement. Mais si vous avez une demande de revalorisation de vos indemnités, vous m'adresserez. C'est avec plaisir que je contribuerai à votre financement. Bien évidemment. En tout cas, ces 130 000, ils sont pour des projets, et des vrais projets. Moi, j'apporte une importance toute particulière. Et donc, dans ce que nous avons décidé, la majorité parlementaire, c'est que chaque député aura le même montant. Après tout, il faut aussi considérer que nous sommes élus de la nation de la même manière et qu'il n'y avait pas de distinction à faire.
moi je souhaitais vous dire voilà comment je procède. Et en même temps, je souhaite aussi qu'il y ait une répartition sur le territoire. Je vous le dis aussi, sur les 130 000, il y en a 25 000 qui reviennent sur Fontenay. Ensuite, il y a du côté de Manille-les-Régniers de mémoire, un peu partout sur l'ensemble, parce que je pense qu'effectivement, quand on est député d'une circonscription, l'objectif n'est pas de tout ramener sur sa ville, ça serait contraire à une certaine éthique et une certaine façon de voir les choses. Et puis en même temps, c'est pas non plus oublier sa ville. C'est pas oublier. Ça sert à quoi? C'est entendu. Ça pourrait être contraire à sa réélection. Oui, mais ça c'est pas bien. Mais en tout cas, je connais des exemples du côté de Versailles. Là, c'était très loin, puisque ceux qui sont rapporteurs du budget à l'Assemblée nationale ont des dotations spécifiques. Et nous avons découvert que certains avaient jusqu'à plus de 3 millions d'euros. Et ça, on a mis fin à tout ça. Donc, justement, ça soit beau. Mais en plus, ça ne participe pas toujours à la réélection. Donc voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, moi, je suis très content de pouvoir, à travers mon action de parlementaire, soutenir aussi une action économique de la ville de Fontenay-le-Comte. Qui est contre? Peu de gens. Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Vous voyez bien. Mais moi, je savais bien que tout le monde était pour que je devienne député. Allez. C'est une conclusion un peu comme tout à l'heure sur la dimension comptable. Allez, j'ai un peu tiré ça par les cheveux. Monsieur Macor. Donc, pour terminer, la décision modificative, elle porte uniquement sur le budget principal et sa section de fonctionnement. Elle concerne l'affectation du montant global des subventions qu'on a voté au budget en décembre, ainsi que quelques dépenses liées au match de Coupe de France de mardi contre Troyes. Donc, ces dépenses étant prises sur les dépenses imprévues. Et donc, globalement, il est proposé au conseil municipal d'approuver la décision modificative pour les montants indiqués dans le tableau que vous avez, et donc pour un montant pour la section fonctionnement de 0, puisqu'il y a équilibre entre les dépenses et les recettes. Très bien. Merci, M. Macor. Y a-t-il des observations? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Oui, c'est vrai que le match contre 3, mais ils étaient bien 11 sur le terrain. Ça, j'ai bien remarqué. Moi, je voudrais vous dire, chers collègues, que vous pouvez être particulièrement fiers des joueurs. Je remercie ceux aussi qui les ont accompagnés et soutenus sur toutes les bancs de cette assemblée. Et bien au-delà, bien évidemment. Ils ont battu jusqu'au bout, mais on a bien vu que la différence physique, l'impact technique de fin de match avait fait que les joueurs de Ligue 1 étaient bien évidemment à la fois plus frais, mais en même temps plus puissants physiquement, ce qui a fait largement la différence. Je trouve pour ma part que le score est un peu sévère compte tenu de l'engagement, mais il ne reflétait pas la différence entre les deux équipes à ce moment-là. En tout cas, c'était une bonne promotion de la ville, on peut remercier les joueurs. J'étais un peu abattu à la fin du match, parce que je suis allé les voir, un peu abattu du score. Je crois qu'on peut leur dire notre satisfaction et félicitations pour l'engagement qu'ils ont produit. Alors, les questions orales. Il y a une question orale de M. Bojol. Alors, juste pour je vous invite la prochaine fois à respecter un peu la procédure. Je fais une entorse à la procédure. Mais c'est pour vous être agréable. Mais juste pour vous rappeler quand même que les questions orales sont posées 3 jours francs avant la séance, afin notamment de pouvoir permettre une réponse adéquate. Mais bon, on avait la réponse, j'ai considéré que par la conséquence, j'ai mis ça sur le compte de l'année de probation ou le début. La jeunesse, si vous me permettez de le dire, M. Bojol, de cette manière-là, et que, sachant votre capacité à appliquer les règles,
ça ne recommencera pas. Voilà, très bien. Donc, votre question orale. Vous ne l'avez pas? Pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, je me suis rendu compte que j'étais tout à fait hors d'ordre et je n'ai pas pris de réponse. Mon Dieu. Alors, je peux de mémoire. Oui. Monsieur Jacques va la voir si vous voulez que vous la donne. Je voulais savoir quel était le mode de chauffage qui avait été choisi pour l'édifice de l'église Notre-Dame, quelle était également la fin des travaux et la remise, disons, à disposition du public. Monsieur Jacques. Monsieur, votre question c'était l'église Notre-Dame est actuellement fermée. Non, elle n'est pas fermée par manque de chauffage, mais elle n'est pas fermée. Elle est ouverte aux touristes et la paroisse a décidé de ne pas faire d'office pendant cette période d'hiver. Le mot était peut-être un peu fort. C'était ça. Et vous vous souvenez, l'année dernière, on avait fait une opération avec un générateur et on avait essayé, on avait gagné 1 ou 2 degrés. Vu le coût de location, vu la consommation, il était décidé effectivement de remettre l'ouvrage en chantier et de refaire une autre étude. Donc, la ville a recruté un cabinet d'architectes, il s'agit de Madame de Bière, architecte du patrimoine, afin d'étudier toutes les possibilités de mode de chauffage de cette église en lien avec un bureau d'études. Malheureusement, le bureau d'études, il semblait aussi n'a pas souhaité continuer sa mission. Ce qui fait qu'il a fallu, pour le cabinet d'architecte, Mme De Bière, recruter un nouveau bureau d'études. Actuellement, c'est le bureau d'études Merland qui travaille sur un projet de chauffage de l'église Notre-Dame, étant lui-même dépositaire d'un modèle de chauffage de type cuve douce par circuit basse température sous plancher. Au début décembre, des représentants de la paroisse, avec des représentants de David, M. Lamiro et M. Louvel, ont visité plusieurs églises afin de connaître différents types de chauffage. Pardon? Alors, vous savez aussi que d'autre part, la ville a lancé un audit sur tous les édifices culturels de la ville, 4, et qui est en cours, il est en mode achèvement. Et sur l'église Notre-Dame, une première étude a été rendue le 20 décembre, et les conclusions de cette étude nous disent qu'il y a des travaux très très importants à réaliser pour une remise en état de l'édifice qui présente des désordres structurels très graves et dont la conservation de cet édifice est actuellement mise en péril. Ce qui veut dire concrètement qu'il faut procéder à 2 priorités. D'une part, les travaux d'urgence pour la sécurité des personnes et pour la mise hors d'eau complète du bâtiment, ce qui n'est pas le cas. Et d'autre part, des investigations plus complètes pour faire l'audit complet de ce bâtiment qui est en bien mauvais état. L'ensemble chiffré de l'étude qui a été fait de ces 2 opérations, c'est l'ordre de 250 000 €. Ces priorités ont été dites à la demande du curé de la paroisse qui a rencontré M. le maire à l'occasion d'une réunion avec le conseil paroissial au tout début janvier. Et d'un commun accord, tout le monde en a conclu que la question du chauffage n'était sans doute pas actuellement la première priorité. Autrement dit, suivant les conclusions même de l'étude de Mme De Bière et du cabinet qui a été commandé et de l'architecte, les travaux de mise en sécurité et les travaux de mise
des ordres d'eau doivent être engagés dès à présent et indépendamment d'une étude nécessaire pour essayer d'aller voir plus précisément, notamment le clocher, par exemple, pour lequel il faudra mettre un échafaudage dans la mesure où les investigations jusqu'à présent étaient faites à l'œil nu. D'ores et déjà, la ville a contacté la DRAC pour une subvention afin de trouver, c'est de l'ordre habituel, entre 30 et 50% d'aide financière de la part de l'État pour la mission d'investigation complémentaire pour le bilan de l'église Notre-Dame et, j'ajoute, bilan nécessaire aussi pour le prieuré, pour lequel nous avons des plus grandes craintes. Qu'il ne s'ouvre, en quelque sorte, il est déjà fait. Alors, voilà où nous en sommes actuellement. Nous avons budgété une somme non négligeable de cet ordre-là pour le chauffage, sans aucun doute. Il faudra inverser et la somme que nous avons mise, ce sera pour les investigations complémentaires et les premiers travaux de sécurité d'urgence. Ce que je veux dire pour conclure, M. le maire, c'est qu'en toute la cause, quand le cabinet Chabanès des architectes et le cabinet de Bière ont maintenu leur audit sur l'ensemble des églises, actuellement, ils sont en train de terminer l'audit de l'église de Charzay, qui a aussi beaucoup de défauts au niveau de sa toiture. D'une façon ou d'un mode ou un autre, soit au conseil municipal, soit à l'occasion d'une réunion publique, le cabinet viendra expliquer concrètement le travail et le point le plus exact de ce qu'il en est par rapport à des édifices culturels. Mais je n'oublie pas aussi, nous ne faisons pas, personne ne peut oublier, ce sont des édifices culturels. Et de ce point de vue-là, ils participent à l'activité de notre ville. Merci, M. Klein. Vous faites des réponses aussi longues que moi. C'est-à-dire que vous êtes un grand pas. Il ne faudra plus de questions pour des réponses. Je voudrais juste préciser que vous avez raison de faire un audit. Je pense que c'était pour monsieur et en même temps, si vous ne savez pas où on allait, on en voit les conséquences aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va y avoir des travaux de confortement plutôt prioritaire, je crois qu'il faudra le faire, mais c'est un travail qui va être un travail de longue haleine, c'est moi qu'on considère. Madame Bertrand. Oui, moi, monsieur le maire, je voudrais intervenir à propos de l'article de presse paru ce jour concernant les salariés de Pisserolles. Je pense que beaucoup d'entre vous ont lu cet article. Et je voudrais m'insurger contre une phrase contenue dans cet article qui est inexacte, et c'est dommage. Je vous la cite. Les salariés ont interpellé les maires de leur commune pour avoir une aide. Réponse négative car ils ne sont pas licenciés. La ville de Fontenay, via son CCAS, a depuis un certain temps déjà demandé, justement, au service du CCAS, d'être ouvert à toute demande de rendez-vous des salariés de Pisserolles et peut-être aussi de la Zimbro pour voir avec eux si leurs revendications, ce qu'ils ont, leur situation et faire part de leurs difficultés afin que nous, service du CCAS, nous puissions trouver des solutions. À ce jour, nous avons eu 2 familles, une en septembre, qui est venue nous voir parce qu'elle avait des difficultés pour s'acquitter de ses impôts fonciers. Nos services sont intervenus auprès des finances publiques pour demander un étalement, s'il y avait possibilité d'un étalement, voire d'un dégrèvement de cet impôt foncier. La famille a eu satisfaction. On est très content parce que ce monsieur, il a retrouvé du travail grâce à une agente d'intérim, son épouse aussi. Donc voilà une famille de Pisserolles qui était, entre guillemets, sortie d'affaires. Et nous avons eu récemment, puisque la demande de cette famille d'une avance remboursable, nous l'avons passée au conseil d'administration du 20 décembre du CCAS. Bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer,
tous les membres du CCAS, qu'ils soient élus, qu'ils soient issus de la société civile, ont répondu à l'unanimité pour accorder cette offre, cette avance remboursable. Cette famille a jusqu'au mois de juin pour rembourser cette somme, je peux le dire, 1 000 €, n'est-ce pas, qui va les aider en attendant de pouvoir toucher leurs indemnités de licenciement. Alors moi, ce qui me gêne un peu, c'est que je voudrais quand même que les journalistes, c'est leur métier, on ne publie pas des choses sans avoir vérifié ses sources et se renseigner. Parce qu'effectivement, on dit dans cet article que les maires des communes répondent par la négative. La ville de Fontenay n'a jamais répondu par la négative. Au contraire, elle a actionné le CCAS pour justement qu'on soit ouvert à toutes ces demandes, qu'on reçoive ces gens qui ont aussi besoin de parler. Je sais qu'un certain nombre de choses se disent aujourd'hui. Elles sont totalement inexactes. Je m'insurge contre ces façons de faire qui sont inadéquates, inélégantes, irrespectueuses, et en tout cas avec des termes qui sont franchement déplacés. Ceux qui s'adressent ces propos savent très bien ce que je veux dire. Je le dis avec une solennité, parce qu'en politique, on a le droit de faire beaucoup de choses, mais on n'a pas le droit de traiter un élu comme il est traité. Alors, bon entendeur, salut. Je voudrais, parce qu'il y a des mots qui dépassent vraiment les choses, je voudrais vous dire que cette situation est beaucoup plus complexe et que la proposition qui nous avait été faite la dernière fois, je confirme, haut et fort, nous avons répondu aux salariés qui ont fait la demande. Et la proposition qui nous était faite, c'était sur les licenciés économiques. Économiques. Et nous avons répondu. Nous avons même été plus loin, puisque la personne, en l'occurrence, n'est pas licenciée économique. Et c'est tout l'enjeu du débat qui a été dans la presse de ce matin. Et que nous sommes dans une situation un peu particulière. Vous savez que quand une personne est licenciée économique, le CSP, le contrat est mis en place tout de suite. Et que donc, il y a effectivement la prise en charge des indemnités chômage tout de suite, et qu'il n'y a pas de difficulté. Il y a des difficultés d'ordre psychologique ou d'ordre social, mais j'y reviendrai. Et que nous sommes confrontés à une situation très paradoxale, qui vient du fait que, pour Pisserolles, 15 salariés, mais aujourd'hui 12 ou 13, plutôt 12, sont dans une situation particulière. Ce sont des salariés protégés. Et que l'inspecteur du travail a refusé leur licenciement. Pour des motifs qui lui appartiennent, qui ne m'appartiendra pas de commenter. Et que par voie de conséquence, les AGS sont allés jusqu'au bout, c'est-à-dire les 60 jours. Normal, ça fait partie des choses. Mais qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'actifs, ou tout au moins de capacité dans Pisserolles, de payer les salaires. Alors c'est vrai, ils reçoivent des feuilles de salaire, parce que ce n'est pas contesté le fait que l'entreprise leur doit leur salaire aujourd'hui. Mais il n'y a pas d'argent. Alors, la proposition, c'est de dire, la ville, pour le faire, elle le fait pour un salarié. Effectivement, elle le fait pour un salarié. Parce qu'il est sur Fontenay et que par l'intermédiaire du CCS, on le fait. Mais pour les 11 autres, ils sont dans d'autres communes. Permettez-moi de cerner aussi les problèmes. Il y en a qui appartiennent à la communauté de communes. On va me dire le CIAS, c'est-à-dire le Centre communal d'action sociale, intercommunal. Je rappelle que ce centre intercommunal a un objet précis, unique. Il s'agit de gérer les deux EHPAD, celui de Bouvant, celui de Pissotte. Que toute réforme statutaire demande 3 à 4 mois.
et qu'en aucun cas, aujourd'hui, la communauté de communes pourrait, pour ses salariés. C'est pour ça, parce que j'entends aussi que je ne fais rien, ça a tendance à un peu m'énerver. C'est pour ça que j'ai écrit dès le 18 octobre à tous les maires concernés. À tous les maires concernés. Pour qu'ils puissent, face à cette situation de l'urgence sociale, prendre en compte pour leurs propres habitants. Je tenais à le rappeler. J'ai fait aussi, j'ai écrit aux banques, 21 décembre, pour rappeler aussi que je souhaitais qu'il puisse y avoir une prise en compte des situations telles qu'elles sont vécues par ces salariés. Nous sommes confrontés aujourd'hui à une difficulté. On peut continuer à suivre le Fontaisien. Pour les autres, j'ai repris mon téléphone et j'ai commencé à rappeler les maires en leur disant, les maires de la communauté de communes, en disant faites un effort. C'est à vous de le faire. Mais il y a des maires qui sont en dehors de la communauté de communes, et même en dehors du département, puisqu'il y en a qui sont de mémoire Niort et Effre. Et je les appellerai, je renverrai, je referai les choses. Mais entendons-nous bien sur l'aide de leur CCS. Sur ce dossier, jusqu'à quel montant on peut aller? Jusqu'à quel montant on peut aller sans avoir de difficultés, puisque c'est une avance remboursable, je crois que tout le monde était à peu près d'accord sur cette question-là, en fonction des sommes attendues. Quand on dit que ce sont des créances privilégiées, je voudrais vous dire, mes chers collègues, qu'il y a des créances super privilégiées qui passent avant. Et que dans le cadre Plisserolles, il y a déjà 2 millions, 1,9 million à peu près, de créances super privilégiées qui passeront avant ces questions-là. Et que par voie de conséquence, moi je veux bien qu'on aille sur la subrogation, ce qui serait un mécanisme juridique, mais dont on ne saurait pas si cette avance remboursable, eh bien à un moment donné, le salarié aurait le retour des AGS. Et ça poserait un problème. Parce qu'à ce moment-là, on serait en train de faire une aide individuelle sur un montant extrêmement élevé, puisque la procédure peut durer plusieurs années. On est là, hein. Mais pourquoi pas, on pourra en discuter, et je souhaite en discuter à un moment donné, le moment venu, avec l'ensemble des groupes politiques en dehors du conseil municipal, pour évoquer plus en avant toutes les solutions juridiques que je ne peux pas évoquer publiquement. Je ne peux pas le faire, par décence. Il y a une autre possibilité, et j'ai rencontré un certain nombre de personnes, y compris les conseils des salariés. L'autre possibilité, c'est que l'aide puisse aller jusqu'au montant des indemnités de licenciement. Mais il faut regarder à quelle hauteur ces indemnités de licenciement vont se monter. C'est qu'effectivement, on pourrait faire l'avance, et moi je souhaite que pour le Fontaisien, on puisse le faire. Mais si vous regardez la convention collective, c'est maximum 3,1 mois d'indemnité au bout de 15 ans d'ancienneté. Ça ne nous mènera pas très loin. En tout cas, moi je souhaite qu'on continue à soutenir le salarié de Plisserolles protégé qui fait partie de Fontaine-Comte. Je verrai avec les autres, mais derrière, ça va être extrêmement compliqué pour les maires des autres communes pour aller un peu plus loin. Moi, je tenais à vous le dire, cette situation, elle est liée. Et alors, on va dire, mais est-ce que l'inspecteur du travail
Sauf que, et c'est là que je voudrais en parler avec vous, en privé, pour vous donner tous les détails, véritablement tous les détails de cette difficulté juridique. Et ce pourquoi on peut aussi soutenir l'inspecteur du travail qui fait son boulot, notamment dans cette dimension de faire en sorte que le droit français soit applicable et qu'on fasse aussi pression sur les administrateurs, qui doivent eux faire aussi appliquer un certain nombre de choses par rapport à M. Bittard. Et qu'on ne peut pas laisser un patron que chacun considère, si vous venez de le dire, monsieur Lallaire, je partage, et on ne peut pas laisser faire. Et toute la difficulté, c'est ça. Est-ce qu'au nom de l'intérêt général, est-ce qu'au nom d'un certain nombre de règles d'éthique, on continue à pousser ou à soutenir les salariés et l'inspecteur du travail dans cette dimension de bras de fer vis-à-vis de l'entreprise, ou pas? Vous avez à peu près la problématique. Je souhaite qu'on en discute très rapidement ensemble. Je n'ai pas forcément la réponse, parce que la réponse, elle est lourde de conséquences, et qu'il faut qu'elle soit aussi partagée par les salariés eux-mêmes. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je suis allé au maximum du maximum de ce que je pouvais vous dire, dans la plus grande des transparences, mais sachez qu'à aucun moment, un salarié fontenaisien, depuis Sorol ou de Sabro, et je vais revenir sur la Sabro, sera justement, en compte tenu des sommes qu'il peut avoir, on fera les avances jusqu'à les avances, enfin, en tout cas, les sommes qu'ils peuvent recevoir. Et je crois que là, collectivement, nous sommes d'accord, nous avons commencé à le faire, nous le ferons aussi pour les salariés de la Sabro, si il venait que l'inspecteur également refusait le licenciement des salariés protégés qu'il avait déjà opéré il y a 2 ans. Pour ce qui est, mes chers collègues, de la Sabro, nous avons frisé la catastrophe à la fin du mois de décembre. À un moment donné, M. Trouilly a failli repartir. C'est moins qu'on puisse dire. Force de persuasion, et j'ai, à l'occasion de la cérémonie des vœux, rendu hommage à la fois à Madame le sous-préfet et Monsieur le procureur de la République, parce qu'à 3, nous avons, je vous garantis, fait le maximum pour que M. Trouilly puisse faire une offre de reprise qui puisse sauvegarder le maximum d'emplois. Tout n'est pas encore réglé, mais comme je l'avais dit, nous avons organisé lundi dernier une réunion pour essayer de trouver des financements deux types de financement, l'aide à la réindustrialisation au niveau de l'État, et à mon avis, ça peut... Alors, je précise que cette réunion a été faite service de l'État, conseil général, conseil régional, communauté de communes, bien évidemment, sous-préfet, direct, et donc nous avons mis tous les partenaires autour de la table. De la conclusion de cette réunion, il en ressort qu'une aide à la réindustrialisation, j'avais pris la tâche du cabinet du ministre sur cette question, une aide à la réindustrialisation est possible. Il faut affiner les modalités, mais a priori ça doit être faisable. Et qu'une aide sur le fonds de mutualisation, qui est la transformation du fonds de revitalisation SKF, qui est devenu un fonds départemental et qui permettrait éventuellement de pouvoir, et on en discutera justement demain matin à la préfecture, pour voir comment on peut aider. J'y mets, et je ne suis pas le seul, et nous sommes tous d'accord, on y met un certain nombre de conditions. 2, principalement. Nous souhaitons qu'il y ait une amélioration de l'offre en termes de reprise d'emploi. Je crois qu'on est tous d'accord sur cette question. Et nous souhaitons aussi, deuxième élément, qu'il y ait des améliorations de conditions de travail, parce qu'aujourd'hui, les bâtiments ne sont pas dedans. Et que donc, les aides que l'on pourrait attribuer dans la
l'aide à l'industrialisation du fonds de mutualisation soit prioritairement fléchée sur ces deux conditions que je viens d'évoquer. Je souhaite qu'on aille plus loin, et nous avons commencé à le faire. Il y a depuis aujourd'hui les salariés d'Assamro qui sont dans les bâtiments de la ville. Les salariés licenciés. Avant d'être licenciés, ils se sont licenciés le 9 février. Mais je veux anticiper, je veux qu'on aille plus vite et qu'il y ait un suivi qui puisse s'opérer. Ils sont donc dans la salle de Réternin avec un cabinet dont nous avons trouvé les financements avec l'État. Ce n'est pas nous qui le finançons, mais nous avons demandé à l'État de financer, et l'État et Pôle emploi a dit oui, pour d'ores et déjà, et avant leur licenciement, qu'ils commencent à travailler sur les démarches et ainsi de suite pour perdre aucun moment et être le plus opérationnel possible dès maintenant. Je souhaite que la ville, ou en tout cas qu'on trouve des locaux pour leur donner, pour qu'ils puissent justement, mais là on n'est pas dans, vous savez que quand on est dans des grandes entreprises et il y a des cellules de reclassement, nous ne sommes plus dans ce cas de figure. En tout cas, moi je souhaite que la ville participe à travers la mise en place d'un local, le financement d'un local pour que ces salariés puissent avoir un endroit où ils puissent être accueillis à un moment donné. Et j'ai vu avec Madame Bertrand, nous ferons si nécessaire, et nous financerons un suivi, parce que certains sont dans des situations difficiles sur le plan psychologique et moral, eh bien nous financerons à travers le CCAS un suivi, en tout cas s'il y a une demande qui puisse être exprimée par tel ou tel salarié. Je crois que c'est un accompagnement maximal qu'on essaye de faire. En tout cas, à la fois sur le plan social, sur le plan économique pour la reprise de la Assamro, sur le plan psychologique. Je souhaite rendre hommage à tous ceux qui, justement, font le maximum pour que ce suivi puisse s'opérer dans les meilleures conditions. Et c'est notre rôle d'élus d'aller le plus loin possible, tout en respectant quand même, la légalité. C'est ce que je rappelais tout à l'heure par rapport aux 12 salariés de Plissorol. Je voudrais terminer sur une note peu réjouissante, si je retrouve mon papier, pour vous dire que j'ai reçu de la part du DAZEN. Alors, vous êtes comme moi, vous savez pas ce que c'est qu'un DAZEN. C'est un directeur des services académiques, puisqu'il faut garder l'académique, des services de l'éducation nationale. Autrement dit, l'inspecteur d'académie pour les anciens comme moi. Je crois qu'il y en a beaucoup dans cette salle. Pour vous dire, mais je ne retrouve pas, mais je sais, en tout cas, qui m'a notifié, voilà, ça y est, préparation de la rentrée 2013 dans les écoles publiques de la Vendée. Donc on a les éléments d'information. Au passage, il y aura quand même dans le département 27 emplois supplémentaires, c'est l'engagement en faveur de l'éducation, mais il n'y aura pas de mesure de carte scolaire sur la ville de Fontenay-Comte. Et donc, ça veut dire que nous garderons l'ensemble des écoles maternelles et élémentaires pour l'année 2013. Nous voyons la rentrée de septembre 2013. Je trouve que c'est une excellente idée de continuer dans ce sens-là, et en tout cas, c'est aussi porteur pourquoi la ville aussi est en capacité de résister aux difficultés qu'elle peut avoir. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire. Le prochain conseil municipal aura lieu le 21 mars et nous fêterons le printemps tous ensemble. Merci à vous et à bientôt.
Ah,